Note de l'Élysée, de la direction du renseignement militaire, du ministère des Armées. Cette fuite sans précédent révèle les dérives d'une opération de renseignement clandestine en Égypte. La France tue à plusieurs endroits à l'heure actuelle sur la planète et en ces temps a franchi des lignes rouges du droit international. Voilà la situation dans laquelle on est. C'est quand même assez inédit de se mettre à ce point au service d'un État, et en plus d'un État qui est une dictature et qui mène des exécutions sommaires grâce aux moyens qu'on lui fournit. La France est-elle complice de crimes du régime égyptien? Ce sont les révélations du média d'investigation Disclose en partenariat avec Télérama et Complément d'enquête. L'affaire, c'est celle de Sirli. À la base, une mission de renseignement qui dérape et que le pouvoir égyptien utilise pour tuer des civils en dehors de tout cadre légal. Le tout sur fond de lutte contre le terrorisme, mais aussi de gros sous et de contrats d'armement juteux. En un mot, dans cette affaire, si ce sont les Égyptiens qui appuient sur la gâchette, l'œil dans le viseur, lui, est français. C'est une enquête donc qui révèle d'abord des crimes d'État commis par l'armée égyptienne, avec le soutien de l'armée française, du renseignement militaire français, donc qui donne des renseignements militaires sur des convois de civils qui traversent le désert. Et sur la base de ces informations, l'armée égyptienne décide d'aller bombarder ces convois qu'elle estime être illégaux. Et donc, en Égypte, pas de procès, elle va les bombarder. Voilà, donc ça c'est la première révélation, c'est la participation de l'État français à des crimes d'État, selon des documents, des rapports militaires classés confidentiels défense. Et ce qu'on révèle également, c'est que les militaires français ont alerté leur hiérarchie sur les dérives d'une mission qui, au départ, n'est pas du tout prévue pour ça. Elle est prévue pour lutter contre le terrorisme, repérer d'éventuels djihadistes qui voudraient s'infiltrer depuis la Libye en Égypte, sauf qu'en fait, cette opération dérive totalement et les dirigeants militaires, politiques, ministère de la Défense ne réagissent pas et continuent la mission, donc qui a commencé en 2016 et d'après nos informations continue encore à l'heure actuelle. Le maréchal Sissi arrive au pouvoir en 2013 après un coup d'État militaire et une répression extrêmement sanglante. Seulement en 2 jours, il y a près de 1000 morts. C'est un des plus grands massacres de l'histoire de l'Égypte. Et l'Égypte se retrouve un peu isolée. Elle a quelques soutiens sur la scène internationale, des Émirats, de l'Arabie Saoudite, mais les États-Unis condamnent fermement l'Égypte et vont lui retirer une aide militaire très importante, en tout cas suspendre l'aide militaire que les États-Unis apportent à l'Égypte à ce moment-là. Donc l'Égypte est en recherche de soutien autres, occidentaux. Et là, la France va avoir une opportunité. Ça va être une aubaine pour avoir un nouveau soutien, un nouvel appui politique dans la région, avoir un pied dans la région, parce que c'est aussi un pays stratégique, hein, avec le canal de Suez, etc. Et puis un des plus grands pays arabes. Et puis surtout, ça va devenir un des plus grands clients de l'armement français. Donc, en 2015, un an avant le lancement de cette opération qu'on révèle, l'Égypte va acheter 24 Rafales, des navires de guerre. En tout, il y en a pour plus de 5 milliards d'euros. Et voilà, ça, c'est des contrats historiques qui vont placer l'Égypte sur une sorte de piédestal et la France va essayer de leur faire une sorte de contrepartie commerciale, va leur offrir une contrepartie commerciale à ces contrats, à ces achats records. Au départ, la volonté de collecter de l'information est légitime, mais très vite, ça va dériver. Les militaires vont le voir, ils vont l'écrire. La mission n'a pas d'intérêt, la problématique terroriste n'est quasiment jamais traitée. Ils le disent et pourtant, ça ne change pas. On a l'armée française, la direction du renseignement militaire qui envoie 10 personnels de manière permanente en Égypte, un avion qui loue un avion à une société privée
pour l'Égypte. C'est-à-dire que c'est le budget français, le budget d'une opération militaire, l'opération Barkhane, qui est ponctionné pour réaliser cette opération de renseignement militaire en Égypte. C'est quand même assez inédit de se mettre à ce point au service d'un État, et en plus d'un État qui est une dictature et qui mène des exécutions sommaires grâce aux moyens qu'on lui fournit. Je n'ai jamais reçu une information quelconque. Comme quoi cela avait été détourné. Comme quoi ça avait été détourné. Je suis parti en mai 2017, de février 2016 à mai 2017. Je n'ai pas été saisi d'une information. Si vous l'aviez été. Et si je l'avais été, j'aurais fait cesser cette forme de coopération. Emmanuel Macron ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Il ne peut pas faire la même déclaration que François Hollande. Les documents l'attestent. En revanche, il a pour le moment refusé de répondre à nos questions. Il ne s'est pas exprimé sur le sujet de mémoire. Donc il y avait 121 bombardements qui ont été effectués entre 2016 et mi-2017, donc en un an et demi, sur la base de renseignements français. Donc 120 bombardements, ça veut dire au moins, en tout cas, potentiellement 121 victimes, puisqu'il y a autant de chauffeurs, mais souvent ils sont plusieurs dans ces voitures. Donc, c'est potentiellement des centaines de victimes, en fait. Ces révélations mettent évidemment le gouvernement dans l'embarras. Gabriel Attal, le porte-parole, a dû s'en expliquer. La mission, et soyons extrêmement clairs, les problématiques domestiques sans rapport avec la lutte contre le terrorisme n'entrent aucunement dans le champ de cette mission de renseignement. La ministre des Armées a lancé une enquête interne approfondie sur les informations qui ont été révélées par Disclose. L'affaire, en tout cas, est suffisamment grave pour qu'un autre député, Sébastien Nadeau de Liberté et Territoire, décide de demander l'ouverture d'une enquête parlementaire. Il se dit même prêt à saisir la justice en France, voire même au niveau international. Donc on se retrouve pris au piège de la dictature égyptienne. Ça, c'est un premier point qui est assez consternant. Mais surtout, on s'en rend compte, l'armée française s'en rend compte et finalement fait une remontée d'informations au pouvoir politique. Et c'est là où l'affaire devient une affaire d'État. C'est qu'à partir du moment où le politique a connaissance de ces informations, plusieurs questions se posent, dont l'une, et ça c'est un point qui est totalement hallucinant aujourd'hui, personne n'a annoncé aujourd'hui que cette opération était stoppée. Et le minimum serait déjà qu'elle soit stoppée, qu'après Gabriel Attal a annoncé qu'il y aurait une enquête en interne pour connaître un petit peu le fonctionnement de cette opération. Très bien. Qu'il y ait une enquête également pour savoir d'où viennent les sources qui ont révélé finalement l'affaire. C'est quelque chose de normal du point de vue du gouvernement, mais j'attire quand même votre attention sur le fait qu'à l'Assemblée nationale, on vient en première lecture de voter à l'unanimité un texte sur les lanceurs d'alerte. Alors, moi, la question qui se pose, c'est est-ce que les lanceurs d'alerte, quand ça concerne des choses, des infractions vraiment considérables commises par l'État français, est-ce que là, ça s'arrête ? Est-ce que les lanceurs d'alerte, c'est juste pour les infractions commises par des Russes, par je ne sais quel le pays ? J'ai demandé, il y a 10 jours... quelque temps après avoir eu connaissance de cette opération dans le détail, j'ai demandé au président de la Commission des Affaires étrangères de tenir une réunion de la Commission des Affaires étrangères. La réponse du président Bourlange, fort courtoise, c'est de me dire « Oh, ça appartient plutôt à la Commission de la Défense d'aller regarder tout ça. » Et puis, deuxième point... le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, viendra courant du mois de décembre et vous pourrez lui poser la question. Ce qui est une réponse qui est totalement hallucinante. C'est-à-dire que la Commission des Affaires étrangères ne prend pas ses responsabilités. Fort de cette réponse,
j'ai décidé de me tourner directement vers le président de l'Assemblée nationale. Et donc, je lui envoie un courrier ce jour, lui demandant de prendre toutes les mesures appropriées pour faire la lumière sur cette affaire qui vient après bien d'autres. C'est là qu'il y a un problème majeur, c'est que cette affaire, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que dans ces matières, on a une espèce d'obscurité dans les responsabilités des uns et des autres, que ce soit sur les exportations d'armes, que ce soit sur des décisions d'opérations militaires comme celle-là. On est dans une zone d'obscurité, de non-droit démocratique, dans laquelle, si le Parlement n'avance pas et ne prend pas ses responsabilités, c'est assez inquiétant sur notre modèle de démocratie à la française du XXIe siècle, quoi. Il y a plusieurs perspectives. Ça, c'est un élément. Il y a le travail au Parlement, il y a la justice française, et puis on voit bien qu'en ces matières, parce que sur d'autres sujets, il y a déjà eu des tentatives pour essayer d'avancer, notamment sur l'illégalité des exportations d'armes vers les Émirats et l'Arabie saoudite. Sur ces questions-là, notamment une plainte déposée il y a maintenant 2 ans est au Conseil d'État, mais on voit bien qu'on a du mal à avancer. Donc les étapes ensuite, c'est de sortir de la justice nationale. Si le président de la République actuelle était parfaitement conscient des dérives, il est inattaquable en France. Donc il faut bien penser à se tourner vers d'autres juridictions, parmi lesquelles on a la Cour européenne des droits de l'homme, avec une procédure qui est extrêmement lourde, qui demande d'avoir épuisé les sources du droit national. Donc on est dans cette perspective-là. Le processus d'échange de données est construit de telle manière que ces données ne peuvent servir à guider des frappes. Donc c'est clair. Et l'interrogation que vous posez, c'est aussi la mienne. Mais là où la question de la démission de Jean-Yves Le Drian se pose, c'est que ce même Jean-Yves Le Drian est celui qui porte la parole de la France sur le respect des traités internationaux, sur le respect des droits de l'homme dans tous les pays. Comment peut-on articuler ce qu'on connaît déjà de notre ministre des Affaires étrangères et ce discours sur les droits de l'homme ? Encore une fois, vu de l'étranger, dans toutes les chancelleries du monde, quand on entend un discours de Jean-Yves Le Drian sur la question des droits de l'homme à l'Assemblée générale des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, dans toutes ces enceintes internationales, mais on est ridicule. C'est-à-dire que notre pays est devenu totalement ridicule du point de vue de la diplomatie mondiale. Voilà la situation. Et ce que ça donne, ce que ça génère, c'est que finalement les pays se disent on n'a plus à respecter la France comme un pays qui porte des valeurs et qui représente ces valeurs. On a à considérer la France comme un petit pays. Au passage, vendre 80 Rafales, ça va pas dans la poche des Français. C'est une entreprise privée, Dassault. Bon, au passage quand même. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de moyens français de lobbying pour obtenir des contrats pour des entreprises privées dont les capitaux récupérés vont enrichir quelques personnes en France. Mais enfin bon, il faut mesurer ce que ça veut dire. La France tue à plusieurs endroits à l'heure actuelle sur la planète et en ces temps a franchi des lignes rouges du droit international. Voilà la situation dans laquelle on est. C'est une situation grave que cette absence de contrôle parlementaire. Il faut y travailler le plus collectivement possible. Mais si le Parlement, de manière systémique, est incapable d'assumer sa mission, alors il faut passer par d'autres voies, la justice, notamment nationale et internationale. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner en activant la cloche. Nous sommes aussi présents sur Facebook, Twitter, Instagram et Twitch. Nous avons besoin qu'il y ait des médias indépendants pour mettre de la lumière dans ces zones d'ombre. Donc si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. À bientôt.